Bonjour chers amis internautes de Sunnyside TV. Aujourd'hui nous sommes à Saint-Louis, plus précisément à l'université Gaston Berger de Saint-Louis pour discuter avec notre invité la situation préoccupante du G5 Sahel. Nous sommes en compagnie de Kelly Sakin Ouardougou. Bonjour Ouardougou. Bonjour Maudit. Je rappelle, vous êtes juriste en formation, vous êtes étudiant en troisième année de droit public à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, membre de plusieurs associations comme le Cercle des publicistes, le Club OHADA, UGB. Vous êtes entre autres l'actuel président de l'association pour la scolarisation et la sensibilisation des jeunes tchadiens à Saint-Louis, conseiller à la coordination des étudiants étrangers de Saint-Louis. Vous étiez le président de l'amicale des étudiants et élèves tchadiens à Saint-Louis, engagé pour une gestion rigoureuse et transparente des affaires publiques au Tchad. Entre autres, vous êtes aussi un fidèle et amoureux panafricaniste. Donc, Ouardougou, expliquez-nous un peu de la situation du G5 Sahel. Merci beaucoup, Maudit. Et avant tout, je voulais faire une petite précision. Je ne suis pas le président de l'association pour la scolarisation et la sensibilisation des jeunes tchadiens, mais je suis le représentant de cette association à Saint-Louis. Donc la base se trouve en réalité au Tchad. Et je voulais d'abord vous remercier de nous avoir donné l'opportunité de nous exprimer, parce que cela favorise en réalité donne la possibilité aux étudiants de pouvoir donner leur avis sur les questions qui touchent les intérêts nationaux, sous-régionaux ou encore régionaux. Cela étant dit, par rapport au G5 Sahel, il faut qu'on fasse une sorte de rétrospection pour voir dans quel contexte même le G5 Sahel est né en réalité. On se rappelle très bien qu'en 2011, la France, accompagnée de ses alliés occidentaux, fondamentalement des États-Unis d'Amérique, ont bombardé, les termes ont bien le sens, bombardé la Libye pour assassiner le président qui était en place, le président, le colonel Mohamed Gaddafi. Et c'était pour des buts personnels et non pas comme ils le brandissent, sauver la démocratie, sauver le peuple qui se vit une sorte de dictature, etc. Il n'y en avait pas de tout ça, entre guillemets, mais c'était pour des intérêts personnels. On a attaqué Mohamed Gaddafi, on l'a tué, la Libye est détruite. La Libye devient une sorte d'espace où jaillit en réalité beaucoup de crimes. Et la situation est devenue préoccupante jusqu'à inclure beaucoup d'autres également pays. Le Mali, le Tchad, vers le nord, le Niger, etc., etc. Le terrorisme a jailli, la criminalité transnationale a jailli, etc., etc. Et on se rappelle également en 2012, les djihadistes étaient aux portes de Bamako pour, entre guillemets, prendre le pouvoir. Et les autorités de l'époque malienne avaient fait une demande, formulé une demande aux autorités françaises de l'époque. Une demande d'assistance technique. C'était en quelle année? C'était en 2012. 2012. Assistance avant technique. l'arrivée de la force Barkhane. Exactement. Assistance technique et stratégique en réalité. Avec les informations, etc., etc. Mais le Mali à l'époque n'avait pas demandé une intervention militaire française. Il avait demandé juste un soutien logistique et un appui technique en réalité. Mais ce qui s'est passé, c'est autre. On a vu l'intervention même française au Mali par le biais d'abord de l'opération Serval. Et on se demande même d'ailleurs comment s'est passé ce truc-là en réalité. Le ministre Choguel Kokala Maïga... N'y a-t-il pas une coopération entre le Mali et la France? En réalité, ce n'est pas une coopération, parce que comme l'explique Choguel Kokala Maïga, le premier ministre actuel de la transition malienne, le Mali à l'époque avait formulé une demande d'assistance technique et d'appui logistique. Mais les Français, contre toute attente, ont imposé, c'est-à-dire d'intervenir au Mali avec une force, une opération. Et ça, on ne peut pas en réalité le concevoir comme une sorte de coopération, si ce n'est une sorte de domination ou en tout cas de forcing, etc. Donc l'armée française vient via l'opération Serval, épaulée notamment par des militaires tchadiens qui ont été envoyés en 2013 par le président Idriss Déby Itno,
Et plus tard, en 2014, l'opération Serval change de nom. Donc la France avait ajouté, augmenté son effectif dans la région via l'opération Barkhane. Donc dans cette même année 2014, les dirigeants accompagnés de la France ont eu ce souhait de créer un cadre en réalité régional pour permettre efficacement de lutter contre le terrorisme. Mais là aussi, certains analystes, notamment certains panafricanistes, pensent qu'en réalité, ce n'est pas une idée pour un cadre de coordination au niveau régional, mais c'est plutôt une sorte d'opération pour légitimer toujours la présence française en Afrique. Du 15 au 17 février, réunis à Nouakchott, le président Idriss Déby Itno, le président Mohamed Ould Abdelaziz de la Mauritanie, le président nigérien de l'époque Issoufou, le président burkinabé de l'époque également Blaise Compaoré, et le président malien donc de l'époque avait annoncé via un communiqué final la création du G5 Sahel. Et la convention portant création du G5 Sahel a été signée en réalité en décembre 2014 de la même année. Et entre-temps, il y a eu un petit changement parce que le président Compaoré avait remplacé et il y avait le président de la transition qui avait signé donc la convention. Donc justement, avant de revenir sur le nouveau contexte donc, qui surgit à certains pays du G5 Sahel, on va juste revenir pour parler des objectifs, les principaux objectifs du G5. D'accord. Par rapport aux objectifs, aux principaux objectifs du G5 Sahel, en réalité, c'est axé sur deux éléments importants. Développement, sécurité. Parce que pour les dirigeants, sécurité et développement sont deux choses qui sont liées et inséparables. S'il n'y a pas de sécurité, il n'y aura pas de développement. Et le contexte était que l'insécurité, elle est grandissante. Est-ce que dans une région où on parle de guerre, on parle de terrorisme, etc., est-ce qu'on peut parler de développement? D'autant plus que c'est la région la plus pauvre, si on peut le dire ainsi. C'est pourquoi la sécurité et le développement considérés comme des choses qui ne peuvent être séparées. Donc on s'occupe d'abord de l'aspect sécurité. Parce que s'il n'y a pas de sécurité, il n'y aura pas de développement. Il n'y aura pas de développement, ça c'est sûr. L'insécurité et avec le terrorisme, la criminalité transnationale, etc. Ce sont des facteurs qui ne favorisent pas en réalité le développement social et économique d'un pays. Raison pour laquelle ils avaient axé l'objectif du G5 Sahel sur des poumons principaux, sécurité et développement. On s'occupe de sécurité et en même temps on s'occupe du développement. Exactement. Et quelles sont les stratégies mise en place pour pouvoir atteindre ces objectifs-là? En réalité, pour atteindre ces objectifs, il faut le prendre un par un. D'abord, aspect développement. Parce que l'on se rappelle que la première des choses, en tout cas l'un des premiers éléments qui ont permis au G5 Sahel de décoller, c'est l'aspect développement. Et c'est étonnant d'ailleurs de voir qu'on s'occupe d'abord du développement avant d'intervenir sur le plan sécurité. Effectivement. Donc, il y avait un certain nombre de projets qui finançaient là et là par des bailleurs ou par des amis entre guillemets de ces pays-là pour favoriser un certain nombre de projets dans la région, donc dans le Sahel. Construction, accès à l'eau potable, à l'éducation, etc., etc. Il y a également le projet Alliance Sahel, on se rappelle très bien. Et par la suite, il y a également l'aspect sécurité. Mais l'aspect sécurité, au départ, ce n'était pas aussi d'une envergure. Parce que c'était chaque pays fait ses actions de son côté, malgré qu'il y a ce qu'on appelle le G5 Sahel. Donc il n'y avait pas une coordination en fait. Au départ, il n'y avait pas une coordination. Donc quand est-ce que la force conjointe a été créée? La force conjointe du G5 Sahel a été mise en place en réalité en 2017. Parce qu'on se rappelle que ça a été annoncé en 2015 déjà. Mais concrètement, on l'a mis en place en 2017. Donc chaque État partait en solo en fait, faisait des missions pour repousser les djihadistes. Exactement, au départ c'était comme ça. Chaque État faisait en solo et épaulé par la France, notamment via Barkhane. Et pour quelle contrepartie? Les contreparties, là, il faut demander la question aux dirigeants en réalité. Parce que comment peut-on comprendre que la France est là, elle s'est dit entre guillemets, sauveur de l'Afrique, et sans pour autant qu'elle reçoit des contreparties? Ça, c'est impossible. On sait aujourd'hui que les pays n'ont pas d'amis.
n'ont que des intérêts à défendre. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est un président français qui le dit, général de Gaulle. Donc, certainement, il y aura des contreparties, mais lesquelles, on ne sait pas. Quels sont les termes, on n'en sait pas. Ce sont les dirigeants qui doivent répondre à cette question. À ces questions-là. Exactement. Mais est-ce que le fait que la France s'immisce dans l'organisation du G5 Sahel n'a pas posé de problème, surtout en termes de gestion de cette organisation? Effectivement, il y aura des problèmes. Parce que je disais tout à l'heure que certains panafricanistes pensent que le G5 Sahel n'est pas une idée de présidence africaine, entre guillemets. Mais c'est une idée de la France qui, pour légitimer sa présence ici en Afrique, donc, et dire que effectivement les pays africains veulent prendre leurs responsabilités, on va les aider via nos opérations jusqu'à ce qu'ils atteignent un seuil d'intervention ou des opérations qui permettent d'endiguer le terrorisme dans la région. Mais ce n'est pas du tout vrai. La France est là par le biais du G5 Sahel pour légitimer toujours sa présence. Mais est-ce qu'on peut parler, après longtemps avoir été créé, parler de réussite? On ne peut pas parler de réussite. Pourquoi on ne peut pas parler de réussite? On ne peut pas parler de réussite du fait de justement beaucoup d'éléments. D'abord, du point de vue opérationnel. Le G5 Sahel n'est pas du tout opérationnel. Pourquoi vous dites ça? Il n'est pas du tout opérationnel parce que si vous prenez le bilan depuis sa création en 2014 jusqu'à aujourd'hui, mais les bilans, c'est en réalité, certains pensent même que c'est une sorte de coquille vide. Mais est-ce qu'on peut parler de bilan donc négatif d'une organisation où peut-être avec son entrée en vigueur, on a vu donc la puissance des djihadistes diminuer? Non, on peut pas. Avec sa force militaire. On ne peut pas parler en réalité de conséquences, ou en tout cas de bilan négatif. Mais de toutes les façons, bon, on peut parler entre autres de bilan négatif. Mais comment justement articuler ces bilans? Comment articuler ces bilans négatifs-là? Je disais tantôt, c'est lié d'abord aux opérations. Depuis que la force conjointe a été créée, la première déjà opération qu'elle a eu à mener, c'était en 2017, novembre 2017. C'est une opération d'une grande envergure, entre guillemets. Mais depuis jusqu'à présent, quelles sont les différentes opérations qu'elle a menées dans la région pour endiguer le terrorisme? Et chaque jour, quand on se lève le matin, on entend à la radio et à la télé des terroristes ont bombardé telle partie, on a tué des civils par-ci, mais alors que l'objectif était de coordonner les actions de ces pays-là pour lutter contre le terrorisme. Mais si on n'arrive pas à lutter contre le terrorisme, mais on a des... Mais est-ce qu'on peut coordonner des actions à des pays qui ne partagent pas le même objectif? Si aujourd'hui on voit le Tchad, si aujourd'hui on voit le Burkina Faso ou bien le Mali, on ne partage pas la même opinion. Avec par exemple les coups d'État qui ont été perpétrés, par exemple au Burkina Faso et au Mali. La France aussi qui ne jouit pas de droit à ces pays-là. Justement, dans ces contextes, parce que le contexte entre-temps a changé. C'est pourquoi quand on parle d'un contexte à un contexte, les questions ne seront pas les mêmes. Parce qu'on était dans un contexte où les pays se coordonnaient entre eux et tous les présidents se coordonnaient entre eux. Et ils ont, entre guillemets, la bénédiction de la France. Mais aujourd'hui, le contexte a changé effectivement. Nous avons le Mali qui est là, de ce côté. Nous avons le Burkina également qui est là, de ces côtés, qui ne parle pas avec la France le même langage. Et justement, quand on voit ça, on a le droit de s'interroger sur ceux qui disent qu'en réalité, le G5 Sahel n'est qu'une opération pour légitimer la présence de la France en Afrique. On a des questions à se poser. Mais n'est-il pas normal de voir la France s'imposer au niveau de cette organisation, vu que peut-être c'est lui le bailleur principal? C'est lui qui fournit les logistiques, etc. Non, pas en réalité normal du point de vue bailleur, mais du point de vue en réalité pour asseoir sa domination dans ces pays-là. C'est comme ça qu'il faut le dire en réalité. C'est justement pour dire que je suis toujours là. Je ne pars pas. C'est de ce côté-là qu'il faut voir les choses, mais pas en tant que bailleur. Parce qu'on sait que quand on finance ou quand on sort de l'argent, mais ce n'est pas pour faire plaisir aux yeux des Africains. Ce n'est pas pour faire plaisir, mais justement pour asseoir sa domination et défendre certains intérêts. Mais même du côté du financement, il faut se demander, le financement, est-ce
ça a atteint le souhaité au départ. Mais même pas. Justement, ce qui fait qu'Idriss Déby, lorsqu'il était présent au départ, il avait dit que, en fait, si on part dans ce projet-là, nous n'aurons pas de financement. C'est pourquoi, s'il n'y en a pas de financement, moi, je ne pars pas. C'est ce que le président Idriss Déby a dit. Une fois de plus, est-ce que le pays du G5 Sahel n'était pas capable de financer tout seul donc, cette organisation? En réalité, capable, oui. Mais comment? C'est ça la question en réalité. Quand on voit les ressources extraordinaires dont disposent ces pays-là, est-ce qu'on peut dire que ces pays ne sont pas capables? Et effectivement, on est dans un monde qui est là et ici émaillé par des tensions. On peut le comprendre. Et il faut une sorte de coordination et de coopération avec les autres États pour pouvoir s'en sortir. Mais ce n'est pas une raison d'en faire les autres de bailleurs principal et d'asseoir leur domination. Parce qu'on a l'habitude de dire que la main qui donne, c'est celle qui domine. Donc, on a des ressources extraordinaires. On coordonne. Mais quelles sont les relations entre le G5 et la CEDEAO? Les relations entre le groupe donc, de ces pays-là et la CEDEAO, il n'y a pas de relation en tant que telle, entre guillemets. Des relations, peut-être des relations un peu de manière assez furtive, mais pas de relations très puissantes en tant que telles. Parce que déjà, on sait que le G5 Sahel concerne que 5 pays. On se souvient même que l'Union africaine, au départ, était réticente pour même reconnaître le G5 Sahel. C'est en 2017 que par le biais de la force conjointe qu'on a reconnu le G5 Sahel dans ce qu'on appelle l'APSA. Même l'ONU implicitement. Mais considérez-vous comme une sorte de faillite de la part de l'Union africaine ou bien de la part de la CEDEAO en tant que communauté ayant une force aussi militaire qui n'a pas satisfait donc, la demande en termes de sécurité dans cette région-là? L'Union africaine n'a pas de force en tant que telle. Il y a ce qu'on appelle les forces d'attente. Mais ils n'ont pas de force en tant que telle pour pouvoir le déployer sur le terrain. Mais cela dépend également de la volonté des États ou de l'Union en tant que telle. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qui manque, c'est de la volonté. On sait que ces pays sont menacés tout le temps. Mais pourquoi ne pas prendre des actions concrètes allant dans le sens de venir en aide à ces pays-là? On peut se demander des questions. L'Union africaine ne dispose pas également de moyens, entre guillemets, parce qu'ils se disent toujours qu'il y a le financement qui vient de l'extérieur, etc. Mais l'Union africaine pourrait même financer cette organisation-là. Bien sûr. Oui. 54 pays, entre guillemets, effectivement, qui partagent en tout cas une institution, avec tous les moyens dont dispose chacun si on le prend de côté. Si on réunit nos efforts, pensez-vous pas qu'on peut s'en sortir? Peut-être c'est de l'argent en fait. C'est de là? Ils ne voulaient pas compromettre les intérêts de la France. Mais bien sûr. Parce qu'en fait, il faut se demander également une autre question. On ne veut pas endiguer le terrorisme en Afrique. Pourquoi? Moi, je vous l'ai dit. Pourquoi? Regardez ce qui se passe actuellement en Ukraine. La Russie attaque, entre guillemets, l'Ukraine. Les Occidentaux se sont mobilisés avec des moyens matériels, avec des moyens humains, de l'argent pour pouvoir soutenir l'Ukraine, pour repousser la Russie. Mais moyens humains, non, est-ce qu'on peut expliquer dans ce contexte-là un moyen humain de la part des Occidentaux? D'autant plus que les forces militaires de l'OTAN ne sont pas toujours entrées en contact. Non, je ne parle pas de ces forces-là, mais quand je dis moyens humains, je fais justement allusion aux interventions en réalité de certains officiels. Le fait de soutenir. Soutenir la mobilisation en réalité. Mais même il y a des interventions humaines, mais pas de la part des États, individuellement. On a vu certaines personnes se sont engagées volontairement pour soutenir l'Ukraine. Mais là n'est pas la question. Mais quand on voit ce qui se passe en Ukraine, mais pourquoi on ne peut pas le faire ici en Afrique si on a la volonté d'endiguer le terrorisme en Afrique? Le terrorisme existe en Afrique depuis 2 années. Mais jusqu'à présent, on n'arrive pas à endiguer ces phénomènes-là. Alors que les Occidentaux, une année et quelques mois, on arrive à déployer des milliards et des milliards de dollars pour soutenir un pays qui est, entre guillemets, attaqué par une puissance.
Mais pourquoi ne pas le faire ici? Il n'y a pas tout simplement la volonté et on ne veut pas endiguer le terrorisme en Afrique. Ça, c'est clair. Et justement, ce qui nous pousse à poser la question de savoir à qui profite le terrorisme. À qui profite le terrorisme? Mais ça profite les Français. Pourquoi? Ça profite les Occidentaux. En réalité, si l'Afrique est déstabilisée, ça pourrait légitimer déjà des interventions extérieures, Barkhane et autres. Ça pourrait également... Mais Barkhane est morte. Pas morte. Takuba est morte. Barkhane n'est pas mort. Barkhane n'est pas mort. On a juste redéployé en quelque sorte. Parce qu'on a eu des problèmes avec le Mali. Le Mali ne veut plus des Français. Oui. Le Burkina Faso aussi. Le Burkina Faso ne veut plus des Français. Où est cette force-là? Au Niger et au Tchad. On a déployé ces forces-là. Même si pour certains ce n'est pas le cas. Pour certains, on a déployé ça au Tchad, dans le nord. Et au niveau du Niger. Donc je reviens à ma question. À qui profite le terrorisme? C'est les Occidentaux. Quand l'Afrique est déstabilisée, ça profite à qui? Ça profite aux Occidentaux. Ils vont, entre guillemets, venir nous, sous prétexte d'aide, nous encore exploiter. Ils viennent encore sous prétexte d'aide soutenir et endetter nos pays. Et par la suite, nous nous retrouvons avec des dettes exorbitantes, avec des ressources pillées, avec, entre guillemets, etc. etc. Donc, est-ce que vous voyez la vraie raison donc, de l'existence du G5 Sahel? En réalité, le G5 Sahel, à mon humble avis, ça ne doit pas exister normalement. Ça ne doit pas exister normalement. Parce que si on a un groupe qui se veut un cadre institutionnel de coopération et de suivi de la coopération régionale en matière de sécurité et de développement, il n'y a pas une sorte d'entente entre eux. Il n'y a pas de coordination. Alors que le principal objectif pour nous, c'était coordination. Il n'y a pas la coordination entre ces États-là. Ils n'ont pas les moyens, entre guillemets, encore une fois de plus. Ils ne mènent pas des opérations d'une grande envergure pour endiguer le terrorisme dans le continent. Mais c'est quoi le but en réalité? C'est quoi l'objectif dans ces cas-là? Donc, le G5 Sahel a été créé pour vous dans un contexte lacunaire. Dans un contexte lacunaire et pour toujours appuyer et légitimer la présence française en Afrique. Aujourd'hui, on a vu aussi un autre phénomène. C'est le Mali qui n'est plus membre donc, du G5 Sahel. Mais qu'est-ce que cela fait? Il faut se demander pourquoi le Mali a quitté le G5 Sahel. 2021, la présence en exercice du G5 Sahel est assurée par le Tchad. Le président Déby, mort. Son fils vient, Mohamed Idriss Déby, non. Un coup d'État. Mais est-ce que dans ces contextes-là, on peut organiser donc, ou bien réorganiser le G5? Mais le G5 n'a pas besoin de son existence, en tout cas une réorganisation. Le G5 et le G5 Sahel étaient là, bien organisés. Donc je disais, la présence tournante est assurée entre-temps par le Tchad. Le fils du président Idriss Déby qui a fait un coup d'État avait assuré donc la présence en exercice. Février, normalement est prévue une session ordinaire à Bamako pour passer justement la présence tournante au Mali. Mais pourquoi le Tchad a refusé de passer la main aux Maliens? Pourquoi le Tchad avait refusé de passer la main aux Maliens? Parce qu'entre-temps, le Mali et la France ne parlaient pas le même langage. Justement, le Mali avait demandé aux Occidentaux, aux Français de quitter le derrière, territoire. il y a la pression de la France. Bien sûr. Et là aussi, je dis pour parler comme Choguel Kogela Maïga, la France elle-même a quitté. Même s'il y a le souhait des Maliens de partir, donc ils ont quitté. Les autorités avaient demandé donc que la France quitte. Mais comme la France ne parle plus le même langage avec le Mali, on fait pression pour isoler les Mali. On l'a fait du côté de la CEDEAO, avec les sanctions lourdes, illégales et illégitimes. Parce qu'il y a la décision de la justice de l'UEMOA également qui demandait un sursis à exécution. Les dirigeants n'ont pas accepté ça. Donc c'est illégal et illégitime. On veut faire coûte que coûte isoler le Mali, Union européenne, les autres pays occidentaux, etc. etc. Il y a de ce côté le G5 Sahel qui est là. On doit passer normalement la main au Mali. Mais le Tchad refuse de le faire parce que certains États se sont opposés. Et quand on dit ça, moi je pense automatiquement au Niger de Mohamed Bazoum. Parce qu'il est épaulé par la France. Mais est-ce qu'au sein du G5, il y a le veto?
Parce que je ne peux pas comprendre un ou deux pays. Le G5 aussi, c'est 5 pays. Oui. Exactement. Non, en fait, pas en termes de droit de veto. Parce que vous savez qu'il y a ce qu'on appelle les décisions des chefs d'État qui les prennent pendant les conférences. Pendant la conférence donc, de session ordinaire de N'Djamena, les chefs d'État ont décidé que la prochaine session ordinaire du G5 Sahel va se dérouler à Bamako. Donc c'est une décision qui devient exécutoire, qui doit être prise en compte et exécutée obligatoirement, parce que ce sont les chefs d'État qui se sont exprimés. Donc on doit passer la main au Mali et en rester là. Mais les chefs d'État, le président nigérien Mohamed Bazoum, le président, on sait que tous ce sont des larbins de la France. Excusez-moi pour le langage. Ce sont des larbins de la France. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il est possible, ou bien il est probable que le Mali retourne donc, pour intégrer... Je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Le Mali ne va pas retourner dans ce groupe-là. Alors quel sera l'impact? L'impact, il est là. Vous savez que dès que le Mali a annoncé le retrait, le président Mohamed Bazoum avait dit quelque chose de très intéressant. Il a dit que le G5 Sahel est mort. Pourquoi? Parce que lui, il considère que déjà avec ce qu'on avait comme État, il n'y avait pas de résultat. Et si le Mali arrive à quitter, mais c'est qu'il y a beaucoup d'impact. Le Burkina aussi est à la porte. Le Burkina aussi. Le Burkina est également à la porte, entre guillemets. Donc, maintenant, sur le plan formel, on parle de G5. Mais sur le plan du fond, on est à G4, voire G3. G3, oui. Donc, c'est le plan formel qui est toujours là, parce que c'est écrit dans les textes, etc. Mais sur le fond, on est à G4 ou à G3, voire. Donc, le Burkina Faso également est à la porte, comme vous l'avez dit tantôt. Et donc, les conséquences sont énormes. Le G5 Sahel ne peut plus fonctionner normalement. Déjà qu'il n'arrivait pas à fonctionner régulièrement. Donc, vous parlez de mauvaise gestion. Malheureusement, on aimerait bien continuer le débat, mais c'est ici que nous allons mettre à terme donc, cette discussion. Je vous laisse parler ou bien nous communiquer votre dernier mot pour qu'on puisse clôturer le débat. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Déjà, vous remercier tout simplement pour l'opportunité, comme je l'ai dit, de nous donner pour exprimer nos opinions sur des questions qui touchent les intérêts de notre continent, de nos pays, entre autres, etc. Et appeler tout simplement à la jeunesse, parce que quand on parle de continent africain, aujourd'hui, c'est la jeunesse. Donc, que la jeunesse, en réalité, prenne les choses en main, comme c'est fait d'ailleurs au Mali et au Burkina Faso, et de faire de l'Afrique ce qu'elle aurait dû être depuis fort longtemps. Merci beaucoup. Donc, vous incitez donc à la jeunesse, une jeunesse responsable et digne, une jeunesse africaine consciente. Voilà, c'est ici que nous allons mettre à terme donc, notre débat. Mais avant de boucler la boucle, j'aimerais bien vous rappeler le thème. Nous discutions sur la situation préoccupante du G5 Sahel avec notre ami, camarade, donc auditeur, Kelly Sakin Ouardougou. Vous êtes juriste en formation, vous êtes étudiant en 3e année de droit public à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, membre de plusieurs associations et aussi membre et conseiller de la coordination des étudiants étrangers de Saint-Louis. Vous êtes tchadien de nationalité. Merci beaucoup, chers internautes. Nous vous donnons rendez-vous prochainement avec un autre invité. Merci beaucoup.